Un nouvel otage français peut être libéré à l'occasion de Noël. C'est en tout cas ce qu'annonce l'organisation de la justice révolutionnaire qui détient Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin. Le mouvement se durcit à la SNCF après l'échec des négociations la nuit dernière. Comment peut-on débloquer la situation? C'est la question que je poserai à Philippe Séguin qui est dans ce studio. L'arrivée triomphale de voyageurs, 9 jours et 42 000 km pour un tour du monde sans précédent. Ce mardi 23 décembre, un jour supplémentaire de détention pour les otages français du Liban, Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Mais il y a aussi cette information, l'OJR, l'organisation de la justice révolutionnaire, qui détient donc Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin. Cette organisation annonçait ce matin qu'elle allait libérer à l'occasion de Noël l'un de ses otages. Une libération qui pourrait intervenir sous 48 heures, sans plus de détails. Et pour donner crédit à cette annonce, les ravisseurs y joignaient 2 photos de nos amis détenus. Je vous propose tout de suite des précisions avec le correspondant de l'agence France-Presse à Beyrouth. L'attente a commencé à Beyrouth et à Damas. Un otage français du Liban doit être libéré pour Noël. Ce sera Aurel Cornéa ou Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Ils sont prisonniers au Liban depuis plus de 10 mois, mais l'attente est confiante. Cette promesse de libération a été faite par l'organisation de la justice révolutionnaire qui a l'habitude de tenir sa parole. Déjà, elle avait annoncé 2 fois qu'elle rendrait à la liberté certains de ses prisonniers, et elle l'a fait. Philippe Rochaud et Georges Janssen en juin, Marcel Koudari en novembre. Elle a même libéré Camille Sontag, dont elle n'avait jamais revendiqué l'enlèvement. Mais ce compte-goutte de la liberté pour les otages français est fragile. Il peut s'arrêter et l'OJR l'a fait clairement entendre. Si la France continue de soutenir l'Irak dans sa guerre contre l'Iran, la bonne volonté des preneurs d'otages peut s'épuiser. Voilà, pas d'autres informations pour le moment, mais les ravisseurs nous ont hélas habitués à la patience. Au Quai d'Orsay, on se borne à préciser que le gouvernement est en contact permanent avec tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans cette affaire. L'actualité en France se décline ce soir encore au rythme de la grève qui s'est durcie à la SNCF après l'échec la nuit dernière des négociations entre syndicats et direction. Les 4 syndicats les plus largement majoritaires ont en effet refusé de signer l'accord salarial, tandis que 3 autres syndicats minoritaires acceptaient de parapher cet accord qui prévoit entre autres une augmentation de 1,7% des salaires en 87 et une prime à tous les cheminots. Le dialogue qu'on croyait entamé hier a donc pris ce soir l'allure d'un dialogue de sourds et le mouvement s'étend un peu plus au grand désespoir des voyageurs. Le climat était d'ailleurs très pesant aujourd'hui dans les dépôts. C'est un reportage de Maryse Manot et d'André Germain. J'invite, moi, Jean-François Chaussin, conducteur au dépôt de Paris, j'invite Monsieur Dupuis, une nuit avec moi dans la cabine d'une 8100. À l'heure actuelle, il fait -2, -3, et bien déjà les cabines sont intenables. Alors je l'invite personnellement quand il veut. Le ton monte vite après l'échec des négociations de la nuit dernière. Au dépôt de la gare de Lyon, comme dans tous les dépôts de France, les cheminots, à l'unanimité, reconduisent la grève. Les syndicats rappellent les exigences d'hier. Retrait de la nouvelle grille des salaires, refus du contrôle médical, abusif selon eux, et plan de déroulement des carrières. Mais la base, elle, met l'accent sur les conditions de travail. On vous propose une planche quand vous arrivez. On a des lits pour dormir. Il faut écarter les coudes. On tape les fesses par terre. Vous savez ce qu'on nous propose? Une planche pour mettre dessus ou 2 matelas. Un conducteur TGV dort sur une planche à Longo, vous vous rendez compte? C'est pas Au forcément XXe siècle. Et nous sommes les nantis. Merci monsieur Doufliag, on est les nantis nous. Et côté salaire, Ensuite, donc, vous gagnez combien? Mais attendez, les salaires en sont fous à la limite. Ça fait 25 ans que je travaille à la SNCF. J'ai 47 ans. Je faisais le bilan l'autre jour de ma vie. Et actuellement, à la date d'aujourd'hui, à la veille de Noël, j'ai passé 9 Noëls à la maison avec ma famille. Chaque conducteur de train perd 400 francs en moyenne par jour de grève, mais la feuille de paye n'est plus au centre des revendications. C'est une difficulté supplémentaire pour les négociateurs. À noter qu'il n'y a pas eu de heurts jusqu'à présent entre les grévistes et les forces de l'ordre, témoin l'évacuation cet après-midi de la gare de Chambéry qui était occupée par les cheminots, une évacuation sans incident, les grévistes ayant quitté les lieux dès l'arrivée des gendarmes. Du côté des voyageurs, les 3 sentiments les mieux partagés aujourd'hui, ce sont probablement la colère, le dépit ou la résignation, tant il est vrai qu'il est difficile de nourrir le moindre projet de voyage en une période pourtant en principe réservée aux vacances. Geneviève Moll a rencontré quelques-uns de ces voyageurs méritants. L'atmosphère est curieuse, gare de Lyon.
les gens prennent leur mal en patience. Ceux qui arrivent et qui viennent de loin ont parfois employé 2 ou 3 moyens de transport différents dans la journée. Ceux qui partent attendent, patiemment. Mais certains d'entre eux n'aiment pas du tout ce qui leur arrive. Je pars pas parce que mon train n'est pas affiché. Je vais à Aix-les-Bains, mais je reviendrai demain matin. Vous êtes en colère? C'est même pas en colère, hein. C'est vraiment stupide. Hein. Je vais à Mâcon, enfin du moins j'espère. Alors si je ne peux pas partir, j'ai l'intention de tordre le cou à la SNCF. Mais comment vous allez tordre le cou à la SNCF? Eh bien, au 1er janvier, quand ils reprendront leur travail avec leurs primes. Et je suis décidée à ne pas payer mon train la prochaine fois, de me rembourser en nature tout le tracas que j'ai à cause d'eux. À Perpignan ce matin, il n'y avait pas de train. Donc on a dû prendre un taxi jusqu'à Narbonne. À Narbonne, il a fallu attendre 40 minutes, un train qui venait de Toulouse, je pense. Bon, et puis après, nous sommes arrivés à Montpellier, puis à Montpellier, on a eu le TGV. Oui. De Montpellier ici, pas de problème, enfin un petit peu de retard, mais le train était complet. Hein. Archi complet. Ah oui, archi complet. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de cette grève, vous? Ben, je crois qu'ils ont un petit peu raison. Hein. Ça touche un petit peu la défense de leur beefsteak. Hein. Vous allez où, monsieur? À Florence. À Florence? Oui. Et vous pensez que vous allez arriver? Non, je crois pas. Il n'y a pas les trains. Bon, je renonce. C'est pas le problème, on est en vacances alors. On partira quand il y en aura. On verra bien. Vous n'êtes pas en colère? Bah, plus ou moins. Mais disons, il faut pas critiquer tout. Hein. S'ils font ça, c'est peut-être pour une bonne cause. Moi, j'ai fait grève pour les étudiants, alors je peux quand même pas leur taper dessus non plus. Hein. Les vacances commencent à peine, c'est peut-être ce qui explique la placidité des gens. Je vous le disais, les perspectives d'aboutir rapidement à un accord paraissent bien minces ce soir. Le mouvement semble donc appelé à durer. Alors pour savoir ce qui vous attend dans les heures qui viennent, voici le point du trafic avec Jean-Pierre Métivet. Des destinations, des prix, mais par autocar. Gare des Invalides, cet après-midi, on reliait par route une vingtaine de villes. Demain, dans les grandes gares de province, les autocars doivent prendre le relais du rail. Attention, les véhicules ne partent que s'ils sont complets. Se renseigner dans les gares SNCF. Pour le rail, le trafic restera réduit. Ni meilleur, ni pire. À peine le service minimum. Sur les grandes lignes, le réseau nord sera toujours paralysé. Quelques trains en provenance de Lille stopperont à Saint-Denis. Sur le réseau sud-est, les grévistes ont évacué la gare de Lyon-Perrache. Mais le trafic semble limité vers Lyon et Marseille à 1 TGV sur 2. Le trafic TGV vers la Suisse reste normal. Sur le reste du réseau grande ligne, la direction de la SNCF annonce un train sur 4. Une prévision peut-être hasardeuse. En banlieue parisienne, trafic anémié demain, gare de l'Est, un train sur 8. Trafic plus tonique, gare Saint-Lazare et Montparnasse. Ailleurs, un train sur 4, sauf gare du Nord où il n'y a plus rien. C'est la même situation en province. Les dessertes omnibus sont totalement figées, sauf dans l'Est de la France. Un mot aussi de la RATP où la grève se poursuivait aujourd'hui, même physionomie qu'hier, avec des lignes plus ou moins passantes, un métro sur 2 en moyenne, avec des creux douloureux au changement d'équipe. Une note d'optimisme quand même. Direction et syndicats ont entamé des discussions informelles. De leur côté, les responsables syndicaux, à un moment dépassés par le mouvement, ont décidé de monter en première ligne avec 2 mises en garde, celle d'André Bergeron pour Force ouvrière, qui engage le gouvernement à lâcher un peu dès aujourd'hui sur les salaires, et puis celle d'Edmond Maire pour la CFDT, qui accuse ce même gouvernement de faire du clientélisme. Je voudrais redire au gouvernement qu'on ne se sortira pas d'affaire sans concession. J'ai énoncé le chiffre de 1 point supplémentaire qui permettrait de satisfaire telle ou telle catégorie de revendications. Ma conviction est qu'on sera de toute manière contraint d'y venir d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que de ci de là me viennent des indications alarmantes quant au risque d'extension du conflit. Nous considérons qu'il faut replacer la modernisation et le redressement de l'économie sur de vraies bases en mettant au centre les salariés, la négociation contractuelle. C'est cela qu'il faut. Il faut que le gouvernement modifie son mode de gestion de la société française. Sinon, la société française est en train de lui échapper et cela n'a rien de bon de toute façon pour l'avenir de l'emploi notamment. Il faut bien modifier, redonner de la souplesse, redonner de la marge de jeu dans les négociations. C'est urgent, car sinon nous allons aller dans des tensions de plus en plus fortes. Monsieur Séguin, bonsoir. La situation est donc bloquée. Une question très concrète. Qu'allez-vous faire? Que pouvez-vous faire pour la débloquer? Écoutez, moi j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, que les choses ont bougé aujourd'hui.
Et j'ai été très frappé par tout ce que j'ai entendu pendant le début de ce journal. Hier, le problème numéro 1, c'était les salaires. Aujourd'hui, les salaires passent au second plan. Il est vrai qu'entre-temps, il y a eu des explications de caractère général qui ont été apportées par le gouvernement. Il y a eu d'autre part l'accord de cette nuit qui n'est pas un accord négligeable. Un accord minoritaire pour ce qui est des syndicats. Certes, mais tout de même 1,7% d'augmentation, 2 primes exceptionnelles, 5000 promotions, des mesures en faveur des retraités, des choses très concrètes qui ont conduit 3 organisations syndicales, minoritaires peut-être, mais tout de même, et qui n'ont pas calmé les esprits, on l'a à signer. Alors, on parle moins de salaire aujourd'hui, et on parle de quoi? On parle, j'ai bien écouté, de conditions de travail, et on parle de cette fameuse grille de classification. Sur laquelle il n'y a pas eu de négociation hier. Certes, grille de classification, je vous le rappelle, qui n'est applicable qu'au 1er janvier 1988, et sur laquelle, je le sais, la direction générale est prête à discuter, elle est prête à discuter de ses modalités. Alors finalement, le conflit ce soir me paraît se résumer au projet de grille de classification et aux conditions de travail, toutes choses qui ne peuvent pas être réglées en 24 ou en 48 heures. Alors moi, je crois que les choses peuvent bouger. En tout cas, il faut que les choses soient claires. Ni le gouvernement, ni la direction générale de la SNCF ne cherchent à remporter une victoire dans ce conflit. Ce qu'ils souhaitent, c'est une issue raisonnable, compatible avec les équilibres économiques fondamentaux, compatible avec les besoins et les possibilités de la SNCF. Avec les 3% accordés par le gouvernement. Certes, mais si nous accordons 3%, ce n'est pas pour le plaisir d'être désagréable. C'est parce que ces 3% sont la condition de la non-reprise de l'inflation, et la non-reprise de l'inflation, c'est la condition de l'existence de quelques chances de progresser dans le domaine de l'emploi. Vous avez entendu M. Bergeron, qui est plutôt modéré, dire si le gouvernement ne lâche pas maintenant sur un point au moins, il lâchera plus tard. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, ça? Écoutez, moi j'ai eu l'impression que l'enregistrement de M. Bergeron était un petit peu en décalage par rapport aux événements, parce que je le répète, les choses ont évolué, et j'ai été très frappé par ce qu'a dit ce salarié il y a quelques instants, qui disait finalement les salaires, à la limite, c'est pas l'essentiel. Le problème... Un salarié, ce n'est pas forcément... Non, mais il y a, écoutez, il y a eu beaucoup de leaders syndicaux qui se sont exprimés aujourd'hui, et beaucoup ont dit la même chose. Je crois que le problème salarial ce soir passe au second plan. Et c'est pourquoi je regretterai d'autant plus que la situation reste affigée. Alors quant à ce qu'a dit M. Edmond-Maire, Il vous accuse de clientélisme, en gros. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire, vous demandez aux salariés de participer à l'effort national, mais vous, de votre côté gouvernement, nous dit M. Edmond-Maire, vous ne reconnaissez pas les salariés au même titre que d'autres catégories professionnelles. Il en a cité 3, il a cité les médecins, il a cité les agriculteurs, il a cité les hauts revenus, qu'on me permette de répondre sur chacune des 3, très rapidement. Très rapidement. Pour ce qui concerne les agriculteurs, c'est pas juste de dire qu'on fait des cadeaux aux agriculteurs. Franchement, l'agriculture française, en particulier les éleveurs, les producteurs de lait, sont dans une situation lamentable. Ils ont perdu du pouvoir d'achat. Finalement, l'aide qu'on apporte à l'agriculture, c'est un petit peu l'aide qu'on apporte à la construction navale, à Nordmed. On parle par ailleurs des médecins. Les médecins, on n'augmente pas les médecins de 13%. Ça n'est pas vrai. D'abord, ça n'est que la moitié. Et puis la moitié sur quoi? Sur un acte médical, la consultation, pas sur l'ensemble des actes des généralistes. Et qui plus est, qui a décidé cette augmentation? C'est pas le gouvernement. Ce sont les caisses dans le cadre des négociations qu'elles ont eues avec les médecins. Or, qui c'est les caisses? Ce sont les partenaires sociaux, c'est-à-dire par exemple M. Maire et les autres organisations syndicales. Et puis ensuite, pour ce qui concerne les hauts revenus, je voudrais tout de même rappeler qu'il y a 2 millions de foyers qui payaient moins de 2200 francs d'impôts jusqu'ici, qui n'en payeront plus en 1987, 1 800 000 foyers qui payaient entre 2200 et 4400 francs, qui paieront 30% de moins. Alors on ne peut pas dire que nous faisons du clientélisme. Voilà, bon, c'est clair entre M. Maire et vous. Une question très précise maintenant. Y aura-t-il, si la grève se poursuit, réquisition? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'envisagez? Ce n'est pas une affaire qui est à l'ordre du jour. Les précédents, je pense à 1963, ne plaident pas en faveur de cette formule. Non, ne parlons pas de ces choses et espérons plutôt un règlement raisonnable du conflit, un règlement honorable pour l'ensemble des parties. Un dernier point qui me paraît important, cette grève est partie de la base, elle a même un peu dépassé les syndicats, vous en conviendrez. Est-ce que ça n'est pas la preuve d'un mécontentement réel chez les salariés? Je crois plutôt que c'est l'illustration d'un mouvement général à une plus grande autonomie au niveau local, au niveau des entreprises. Désir d'autonomie que nous essayons de prendre en compte, notamment par nos réformes sur l'aménagement du temps de travail, qui permettent les négociations au niveau des entreprises, qui me paraissent maintenant le bon niveau pour prendre en compte les problèmes sociaux. M. Séguin, merci pour ces précisions.
La situation au Tchad, toujours préoccupante, même si l'offensive libyenne semble contrôlée dans le Tibesti. Toujours est-il en tout cas que François Mitterrand, Jacques Chirac et André Giraud ont jugé utile de se rencontrer ce matin pour évoquer l'engagement militaire dans cette région. Le retour à Moscou d'Andreï Sakharov après 7 ans d'exil intérieur à Gorki. Sakharov un peu vieilli, mais pas le moins du monde entamé dans sa résolution. Ses premiers mots ont ainsi été pour rappeler qu'il continuerait de lutter de toutes ses forces pour la liberté. Commentaire de Jean-Marc Ilouz. L'Express 37 en provenance de Gorki entre en gare. Et à 6h45 ce matin à Moscou, le plus célèbre dissident soviétique revient enfin de 7 ans d'exil intérieur forcé. Vieilli, amaigri, fatigué, mais souriant et surtout toujours fidèle à lui-même, l'académicien Andreï Sakharov parle. D'abord de la mort en martyr, dit-il, d'Anatoly Marchenko, le dissident décédé en prison voilà 2 semaines, avant d'ajouter « Il faut absolument sauver tous les autres prisonniers d'opinion du RSS ». Un mot également pour souhaiter la fin du conflit afghan. Manifestement, l'isolement n'a guère entamé la détermination de l'académicien. 40 minutes de bousculade pour remercier tous ceux qui, de loin ou de près, ont fait pression sur les autorités soviétiques avant de regagner son ancien domicile moscovite. Andreï Sakharov, M. Gorbatchev le lui a dit, sera autorisé à reprendre ses travaux de physique nucléaire. Reste à savoir s'il pourra désormais, comme il le dit, vivre la vie ordinaire d'un chercheur ordinaire. Deuxième volet de notre enquête consacrée aux méfaits du tabac chez les femmes, en écho à la campagne nationale menée en France sur ce thème. Le constat est simple, les femmes sont de plus en plus nombreuses à fumer alors que les hommes sont de plus en plus nombreux à abandonner la cigarette. Conséquence, ces maladies du tabac qui frappent indépendamment les deux sexes. Aujourd'hui, le cancer du poumon chez la femme est ainsi plus fréquent que le cancer du sein. L'enquête de Betty Duro et Jean-Louis Bousser est donc à verser au dossier, mais attention, si vous êtes sensible aux images d'opération, les premières secondes de ce reportage sont assez éprouvantes. Voici le parenchyme pulmonaire, le poumon autrement dit, qui est largement tacheté de noir, ce qui témoigne bien sûr d'une intoxication tabagique importante. Voici exposée la partie postérieure de la tumeur. Le cancer du poumon tue chaque année 25 000 personnes. En 1960, une femme atteinte d'une telle tumeur relevait de l'exception. En 1986, nous voici presque à égalité devant le malheur. Depuis 15 jours, vous avez l'impression que vous pouvez cesser. Bon, je suis un peu nerveuse, mais je peux cesser. Mais vous avez un fort motif maintenant qui est représenté par la crainte d'une maladie grave. Voilà, c'est ça, je suis motivée. Une motivation retrouvée à un poumon, comme celui-ci, sain. Car celui-là se passe de commentaires, un poumon goudronné de fumeuse. C'est fini, madame. Hein. Vous respirez tranquillement, vous êtes prêts. Le tabac, c'est le responsable des bronchites chroniques. Il aggrave aussi toutes les insuffisances respiratoires. Il abat un peu plus les asthmatiques et tient au lit plus souvent, en période de grippe, les fumeuses. Il n'y a pas de tabagisme sans risque. Et ce risque commence même avec le tabac des autres. Puisque dans un environnement tabagique, on inhale l'aérosol tabagique involontairement et on consomme sans le vouloir ce qu'on appelle des équivalents cigarettes, c'est-à-dire dans une ambiance très enfumée, on peut inhaler à peu près l'équivalent de la consommation directe, 5-6 cigarettes et davantage. Donc il n'y a pas de consommation de tabac sans toxicité. Voilà, demain, troisième volet de cette enquête, le mariage désastreux de la pilule et du tabac. 42 000 km dans les airs, sans ravitaillement et sans escale, mission accomplie pour l'avion expérimental Voyageur qui s'est posé tout à l'heure sur la base américaine d'Edwards en Californie, au terme de 9 jours d'un voyage d'anthologie, une aventure qui a redonné aux Américains le goût de l'aventure. Philippe Dumez. Fabuleux voyage qui a failli se terminer dans le Pacifique à la suite d'une panne de moteur et d'une chute de 1100 mètres ce matin. 42 000 kilomètres parcourus sans escale avec seulement 5 000 litres de carburant en traversant tous les océans du monde et leurs perturbations atmosphériques. Une cabine pour les deux pilotes à peine plus grande qu'une boîte de sardines au confort très spartiate. Après 9 jours de vol,
le bimoteur voyageur s'est posé dans le désert de Californie, là où atterrissent habituellement les navettes spatiales. Beaucoup de monde pour accueillir les nouveaux héros de l'Amérique et un chapeau de cow-boy offert à Dick Rutan, qui est sorti un peu ankylosé de son étroit cockpit. Visiblement fatigué, mais souriant comme Yena Jäger, les deux pilotes américains étaient heureux d'avoir réussi cette première mondiale. Le bout du voyage aussi pour la valise en carton, la comédie musicale qui racontait l'histoire de Linda de Souza s'arrête définitivement. La chanteuse portugaise n'est pas en mesure de remonter sur scène, elle est hospitalisée, mais cela fait un certain bruit. Dan Loustalo. C'était en septembre au Casino de Paris. La valise en carton se présentait alors comme une valise en or massif. Malheureusement, le 6 décembre, la vedette portugaise, Linda de Souza, a craqué. Problème avec sa famille, problème personnel, critique désastreuse, un public moins nombreux qu'on l'attendait. Bref, Linda est aujourd'hui soignée à l'hôpital de Garches et le Casino de Paris ne s'en relève pas. Vous dire que la moralité aujourd'hui, c'est que 75 personnes sont jetées à la rue à l'avant-veille des fêtes de Noël. 75 personnes se trouvent au chômage et je vous annonce, hélas, la fermeture du Casino de Paris aujourd'hui même. Bilan total de la perte, 1 demi-milliard de centimes. Je suis d'autant plus surpris que d'avoir senti tout d'un coup une espèce de détachement de sa part, peut-être même une espèce d'agressivité à mon égard que j'ai jamais suscité et que je continue à regretter et à ne pas comprendre. Vous la sentiez un peu dépressive ces derniers temps ? Oui, elle était fatiguée, elle était tendue, elle était... Oui, on sentait que c'était quelqu'un qui remuait en elle des choses qui devaient arriver à ce genre de rupture. Vous avez envie de dire quelque chose à Linda de Souza ? Je souhaite qu'elle trouve la force de vaincre ses démons. Voici maintenant l'histoire d'un archéologue qui fouille et qui trouve un archéologue, qui fouille et qui trouve un archéologue, mais je m'arrête là, car cette histoire, on la trouve au musée Guimet, justement. C'est tout à la fois l'aventure d'une découverte passionnante et l'hommage rendu à un conservateur qui fut chercheur de trésors et patriote. Un récit de Pierre Champetier. L'ancien directeur du musée Guimet était enfermé dans la cave depuis 50 ans, mais c'était dans une boîte de films. Son successeur l'a découvert par hasard en mettant un peu d'ordre dans les sous-sols. Un document datant de 1939 et en couleur qui fait revivre la dernière expédition de l'archéologue Joseph Aquin juste avant la dernière guerre mondiale. Joseph Aquin s'était fait un nom quelques années plus tôt en participant à la fameuse croisière jaune, l'expédition Citroën en Chine. Cette fois, il va découvrir sous nos yeux ce qui fait la gloire du musée Guimet, le trésor de Begram. En 1939, Begram, au nord de Kaboul, est un bazar animé qui attire les montagnards et les caravanes. Aquin, qui rêve de retrouver les traces d'Alexandre, est persuadé que Begram est une ancienne cité grecque. Il creuse et il trouve, non pas le fameux trésor d'Alexandre, mais par centaines, des petites plaques d'ivoire d'origine indienne. Sur le plan scientifique et artistique, c'est une découverte de première grandeur, car jusqu'alors, on n'en possédait qu'une seule. Ces ivoires sont tout à fait exceptionnels pour nous parce que nous savons, par la littérature sanscrite, la littérature de l'Inde ancienne, que l'art de l'ivoire, au 1er siècle de notre ère, avait atteint un sommet en Inde et que les ivoiriers faisaient des productions magnifiques. Nous avons un exemple d'un ivoire de l'Inde qui se trouve à Pompéi. Mais c'était le seul. C'était pratiquement le seul, puisque vous savez que l'Inde est un pays de mousson et que la pluie et le climat humide de l'Inde ne permet pas la préservation des ivoires. Or, en Afghanistan, à Begram, nous sommes dans une région où l'air est beaucoup plus sec, le climat plus aride a permis la préservation de ces ivoires qui, brusquement, nous ont permis de comprendre ce qu'avait été cet art magnifique, puisque certains de ces objets ont été importés jusqu'à Rome. La déclaration de guerre priva Aquin de la gloire qu'il méritait. Sans hésiter, il abandonna pelles et pioches pour gagner Londres,
et rejoindre le général de Gaulle. La première partie du voyage, la plus périlleuse, se passa bien. Mais entre la France et l'Angleterre, son navire fut torpillé. L'exposition du musée Guimet se termine sur le dernier objet trouvé par Aquin. Il donne le frisson. C'est une image d'Arès, le dieu de la guerre. La météo maintenant, Laurent. Demain, ça va mieux, mais ça ne va pas durer pour la veille de Noël. Absolument, il semble bien que nous allons vivre le chant du cygne. Il y a une amélioration, c'est vrai, mais déjà, les nuages se profilent à l'horizon. Regardez la photo satellite, on comprend pourquoi. Il y avait encore quelques nuages sur la France aujourd'hui, avec quelques neiges aussi sur le nord, sur le centre et sur les Pyrénées. Et puis les nuages s'amoncellent sur l'Atlantique. Alors demain, ces nuages, ceux qui étaient sur la France aujourd'hui, vont s'éloigner, mais ceux qui étaient sur l'Atlantique vont se rapprocher. Résultat, sur la carte du temps prévu pour demain, encore du soleil, mais déjà des nuages avec un ciel très ensoleillé, surtout toutes les bords de la Méditerranée, avec du Mistral et de la Tramontane, comme depuis plusieurs jours. Ciel encore nuageux sur les Pyrénées, plus clair sur le Massif central, plus clair sur les Alpes, où il n'y aura de la neige que sur l'extrême est du pays, plus clair même dans le nord-est. Sur la majeure partie de la France, ciel relativement ensoleillé, mais attention, une nouvelle perturbation arrive par le nord. Le ciel deviendra très nuageux sur toutes les côtes de la Manche, puis progressivement sur tout le quart nord-ouest du pays. Il y aura quelques averses, il y aura surtout des risques de verglas extrêmement importants. On passe maintenant aux températures. Température relativement stationnaire, moins 1 degré à Épinal, moins 2 dans le nord-est, 3 degrés à Paris, 5 à Rouen, 10 à Brest, avec quand même quelque chose à remarquer. Brest et Ajaccio seront demain les villes les plus douces. Brest et Ajaccio, même combat, moins 2, 0 dans le Massif central, et puis sur l'extrême sud, 4 degrés à Biarritz, 5, 6 sur la Méditerranée. Ça reste quand même assez frais. On termine avec notre agenda. Demain sera le mercredi 24 décembre, c'est juste la veille de Noël. Le soleil se lèvera à 8h43, se couchera à 16h56, 1 minute de soleil en plus, les jours augmentent, et ce sera la Sainte-Adèle. Voilà, le dernier journal vous sera présenté par Philippe Arroir. Ce sera aux environs de 23h15 après Mardi Cinéma, qui sera ce soir en habit de fête. Et puis demain, premier rendez-vous, c'est 6h45, c'est Télématin avec Julien Lepers. Bonsoir, à demain 20h.